travailler ensemble pour le bien-être du patient. C'est ça qui nous est venu à l'idée un peu en créant la Croix-Verte. Donc, en 2014, on a commencé à mettre ça sur pied. On a été super chanceux parce que dans nos patients, on avait des gens qui étaient des infirmières, qui étaient des gens qui provenaient du milieu de la santé, donc des nutritiennes, des techniciennes en diététique. Tout ça, ça a fait en sorte que, on a développé des comestibles à digestion lente, on a à digestion rapide. On est allé chercher des concentrations, on a fait des crèmes avec des herboristes, on a fait des onguents, on a fait du Lipsil, de tout le temps trouver une manière comme comment le donner au patient pour que ce soit le plus facile pour lui de le prendre. Donc, en faisant tout ça, en allant chercher des professionnels, ça a comme créé le squelette de la Croix-Verte. Automatiquement, il s'est dessiné. Donc, pour nous, c'est devenu assez évident que c'était primordial qu'on ait des gens de tous les milieux qui travaillent ensemble pour le patient. Puis là, on a fait la superbe rencontre de notre docteur en biologie moléculaire qui a l'air d'une vedette rock et qui fit complètement avec nous. Comment maintenant on est devenus des rockstars de la science. On est dans un band, j'arrête pas de me tromper et de dire non, on va aller jouer à Probisol, on va aller faire une conférence. Donc, c'est vraiment, c'est là qu'on a rencontré François Olivier puis Judith. Et qu'on s'est mis à vraiment construire autour de la science, puis à essayer d'appuyer nos observations par des faits scientifiques, qu'on s'est mis à monter la formation, qu'on s'est mis à donner des conférences, puis à rencontrer différents gens. Donc, on est rendu là, on est rendu à essayer de comprendre la législation qui change sans arrêt. Là, je vais un petit peu partir sur une envolée, mais c'est dégueulasse. Vous savez qu'au Québec, en fait, au Canada, on a un programme d'accès au cannabis médical depuis 2000 ans. Ça fait 18 ans qu'on a un progrès d'accès au cannabis médical. On dirait que c'est inexistant. C'est impossible. Tu parles à ton médecin, il dit « je ne connais pas ça, je ne sais pas comment le prescrire. » Calvaire, ça fait 18 ans. Comment ça se fait que tu ne sais pas comment le prescrire? Donc, comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu des formations? Puis là, arrive le récréatif. Là, je vais vous raconter des anecdotes qui sont atroces. J'ai des patients qu'on sert depuis 2007 dans des maisons de fin de vie où est-ce qu'on va leur porter des biscuits. Puis tout d'un coup, le 18 novembre, un mois après la légalisation, on se fait dire par ces patients-là, « c'est fini, j'ai pas le droit de consommer de biscuits dans ma maison de fin de vie, mais le staff est capable d'aller l'autre bord de la rue fumer un joint dans ma face, mais moi, je peux pas le faire parce que je suis ici. » Parce que là, il s'est mis à avoir des règlements. La légalisation, ça a voulu dire réglementer. Fait que du jour au lendemain, on s'est mis à avoir des bâtons dans les roues qu'on n'avait jamais eu avant. Purolator, qui nous livrait sans problème, nous a fermé notre compte parce que, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il n'a pas le droit. Il savait très bien qu'il n'avait pas le droit, mais il pouvait se fermer les yeux. Là, il y a des règlements, il ne peut plus le faire. Fait qu'on s'est mis à frapper des murs, puis les patients se sont mis à frapper des murales. Parce que là, tout d'un coup, ton fils est capable d'aller chercher du pot à la SQDC, mais toi, tu es malade, tu as sclérose en plaques. Il faut que tu passes par ton médecin, qui te désigne un producteur privé, que tu attendes des semaines avant d'avoir une réponse producteur privé, qui te dise qu'il y a juste 3-4 produits disponibles, puis dans ça donne que le tien, c'est le plus cher. Fait que là, puis il n'y en a plus. Fait que là tu sais, ça devient là, un cauchemar pour les patients. Quand nous, on se disait, ça va être leur meilleur accès. On pensait fermer nos portes, nous, le lendemain de la légalisation, parce qu'on se disait, ben là, les patients, ils vont en avoir partout, ils vont avoir de l'encadrement, ça va être facile, les médecins vont embarquer. C'est devenu l'enfer. En 3 mois, on a inscrit 750 nouveaux patients. Présentement, à la clinique, on reçoit 50 à 75 demandes par semaine. C'est des cas numéro 1, numéro 2. Pour nous, des numéro 1, des numéro 2, c'est du monde en soins palliatifs, du monde qui ont le cancer, des maladies super graves, des gens qui sont en perte d'autonomie. Puis ça, c'est juste les demandes qu'on est capable de traiter. Parce que toutes les autres, on est obligé de leur dire, ben là, ça va être trop long, ou il faudrait nous amener plus de papier, ou il faut que ce soit vraiment grave. On est rendu 34 qui travaillent, 22 à temps plein. On est ouvert 7 jours sur 7. On a plus de 3500 patients et ça ne s'arrête pas. Mais quand j'appelle la santé publique ou quand j'appelle le gouvernement puis je leur demande est-ce qu'on peut avoir une structure pour ces gens-là, je me fais répondre on va regarder ça en 2021 ou en 2022. Fait que c'est n'importe quoi. Ouais, 20 021 qui monte jeudi. 20 021. On a juste 20 000 ans à attendre encore. Fait que là... Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre les choses en main. C'est pour ça que des coops, comme ils sont en train de se créer ici, c'est primordial.
C'est pour ça que les micro-productions sont la clé à tout ça. Parce que ce n'est pas les producteurs privés, ce n'est pas Molson qui va être capable de faire un produit adapté pour les patients. Ça va être des micro-producteurs, tous ensemble, en coop, pour arriver à fournir une demande variée et pour arriver à donner différentes options aux patients, parce que c'est ça que les patients ont besoin, d'options, de choix, de différentes extractions. Donc, c'était mon envolée contre cette légalisation. Tu y vas? Non, pas de micro. Ouais. C'est ça, en fait. Ce que Caro, Mike, Chantal racontent depuis tout à l'heure, c'est grosso modo la manière dont collectivement on essaie de répondre à une question qui paraît vraiment simple, mais qui est vraiment pas si simple que ça, entre autres en raison du cadre réglementaire. Puis c'est comment réintégrer le cannabis dans nos sociétés. Puis pour pouvoir faire ça de façon adéquate, intelligente, puis à bon escient, il faut pouvoir avoir une structure qui est mise en place, qui est cohérente, qui nous permet de réaliser les objectifs. Puis c'est un peu ce que vous avez à l'écran en ce moment. D'abord, il faut remettre la plante biologique au centre de la question. Donc là, c'est ce que je disais aussi quand on est allé en France. Ça ici, c'est une feuille de pote, c'est pas un signe d'argent. C'est la plante qui est importante, c'est pas ce qu'on en retire quand on la vend. Puis il y a 4 volets plus spécifiquement qui sont insérés autour de cette ressource-là, qui est primordiale. Puis c'est, entre autres, la première chose la plus importante, c'est redonner un service à la communauté. Il faut intégrer la communauté dans la réponse à cette question-là. C'est exactement tout le travail que ces gens-là ont fait depuis plus d'une décennie, finalement. Donc, pardon, 20 ans, en fait, 2 décennies, ouais. Presque un quart de siècle. Il faut en fêter ça à un moment donné, d'ailleurs. Donc, c'est ça. La communauté doit être au cœur de la réponse à cette question-là. Il faut offrir un service qui va être adéquat et qui va répondre aux besoins du plus grand nombre de personnes, parce que c'est le plus grand nombre de personnes qui peut bénéficier et qui a besoin de cette ressource-là. Mais ensuite, si on veut poser des actions concrètes, il faut pouvoir s'appuyer sur des faits scientifiques. C'est un peu ça que je vais présenter dans les prochaines minutes. C'est sur quoi on s'appuie pour pouvoir finalement baser nos actions dans le concret puis avoir un impact réel sur la communauté. Évidemment, ça ne se fait pas sans enseigner puis transmettre ces connaissances-là et puis c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec vous d'ailleurs, pour pouvoir construire nos connaissances collectives puis aller plus loin à partir de là, puis apprendre des nouvelles choses. Et puis, le dernier point, mais quand même non négligeable, c'est tout l'aspect de la transformation. Qu'est-ce qu'on fait avec la plante pour pouvoir justement offrir un bon service à la communauté, que ce soit scientifiquement souhaitable. Puis ensuite, il faut transmettre ces connaissances-là d'usage et de transformation de la plante pour, encore une fois, pour en faire bénéficier au plus grand nombre. Donc, c'est ça. Si on commence, je pense que la question fondamentale avec laquelle je commence tout le temps, c'est qu'est-ce que c'est du cannabis exactement? C'est un peu ce que je fais à tous les jours. J'essaie de répondre à cette question bête, mais c'est pas si facile que ça. En fait, je suis chercheur postdoctoral au Centre d'innovation et de recherche sur le cannabis à l'Université de Moncton. Et puis, essentiellement, c'est un peu la question à laquelle on essaie de répondre. Puis, c'est une question que pas beaucoup de gens se posent. Les gens sont toujours intéressés à savoir, ah ouais, mais le THC, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, qu'est-ce que ça fait? Mais personne ne se penche vraiment sur la question de qu'est-ce que c'est le cannabis, d'où ça vient, comment ça pousse. Je ne sais pas si vous étiez là hier, on en a parlé un peu de l'histoire évolutive, d'où ça vient dans le monde, le cannabis. Mais qui plus est, comment on fait pour canaliser tout le potentiel biochimique et biologique de la plante. Vous allez certainement entendre toutes sortes de choses être racontées sur c'est quoi le cannabis, il y a combien d'espèces, quelle sorte et quelles caractéristiques qui va donner quel effet sur l'être humain. Au-delà de ces débats parfois très épineux, je pense que la chose qui est la plus importante à retenir, c'est ce qu'on commence à découvrir un peu à travers nos recherches, et c'est le mot d'ordre dans le domaine du cannabis spécifiquement médical, c'est diversité. La plante de cannabis, c'est une plante qui existe, on en a parlé hier, depuis grosso modo presque 30 millions d'années. Ça fait environ 10 000 ans que l'humain, à travers toutes sortes de cultures, la transforme, la sélectionne, vient la modeler un peu pour
toutes sortes d'usages et de besoins. Donc, c'est rendu une plante qui a une diversité qui est phénoménale et qui a peu de comparatifs ailleurs sur la planète. Juste si on regarde dans les gènes, c'est ma grande spécialité. Là. Je regarde le génome des plantes, j'essaie de voir comment c'est structuré, quels gènes sont dans la plante et sont utilisés par la plante, puis on se rend compte que c'est sans doute une des plantes les plus diversifiées d'un point de vue génétique sur la Terre. Et puis, ces diversités génétiques-là donnent toutes sortes d'effets sur l'humain. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plante existe sous différentes formes, qui ont différentes caractéristiques, qui sont toutes bien adaptées, si vous voulez, à des usages et des besoins humains différents, que ce soit d'un point de vue récréatif, en guillemets, social, spirituel ou médical. Donc, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'elle contient, cette plante-là? C'est quoi la grande diversité de composés biochimiques qu'il y a dans la plante qui nous permet d'utiliser finalement pour offrir un service à la communauté? La plante, elle produit des centaines et des centaines de composés biochimiques, mais ce qui fait sa réputation un peu plus, c'est sa production de ce qu'on appelle les phytocannabinoïdes. Il en existe beaucoup, mais grosso modo, il y a deux grands types. Ça, je vous apprendrai peut-être rien. Il y a le type psychotrope et non psychotrope. Donc, il y a certains cannabinoïdes, comme le THC, entre autres, qui donnent l'effet euphorisant, enivrant du cannabis. Donc, psychotrope, mais le CBD, le CBG, par exemple, le CBC, sont dits non psychotropes. Ce qui est vraiment intéressant de constater, en fait, c'est que tous les cannabinoïdes de la plante, on en répertorie, disons, un petit peu plus d'une centaine, proviennent tous d'un même précurseur moléculaire, d'une même molécule de base, c'est l'acide cannabigérolique. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on dit souvent, ah ouais, la plante, elle produit des centaines et des centaines de cannabinoïdes. En fait, la plante, elle produit 3 cannabinoïdes seulement à partir d'une même molécule qui a toujours exactement la même structure. Je ne rentrerai pas dans les détails biochimiques, c'est aussi important que ça. Et puis, grâce à 3 enzymes uniquement, elle va produire 3 phytocannabinoïdes principaux, le THC, le CBD et le CBC. Et puis, c'est à travers l'activité biologique de la plante, selon les conditions de l'environnement, pH, oxydation, la lumière, ces 3 molécules de base vont se dégrader en d'autres molécules qui sont dites les cannabinoïdes mineurs. Fait que dans la plante, on retrouve toujours principalement beaucoup de THC. Dans d'autres plantes, on retrouve principalement juste du CBD, où on peut retrouver les deux, mais on retrouve aussi à des très, très faibles pourcentages des centaines d'autres composés de dégradation de ces 3 molécules principales-là. Donc, toutes ces molécules-là, des centaines, sont presque, c'est comme des frères et sœurs finalement, sont très, 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 très similaires d'un point de vue biochimique. C'est pour ça que toutes ces molécules-là finissent par interagir avec notre corps. C'est un peu ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Ah oui, fait intéressant. Autre truc par rapport à la biochimie de la plante, il y a 4 groupes là, que je disais, 4 composantes principales de la molécule. Il y a une des composantes vraiment très importantes, c'est les terpènes. Tous les phytocannabinoïdes, le THC aussi, contient un groupement de terpènes. Les terpènes, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce que c'est les molécules qui donnent l'odeur à la plante. Donc, c'est ce qui fait que ça sent la moufette, le gaz diesel, les petits fruits, la poudre pour bébé, peu importe. Bref, et sauf que la plante produit aussi à l'état libre toute une panoplie de ce qu'on appelle les terpènes. C'est vraiment un abus de langage, c'est des composés terpénoliques. Il en existe de toutes les sortes. Mais c'est des composés-là qui sont produits indépendamment des phytocannabinoïdes, puis qui rappellent certaines odeurs, le citron, le pin, le houblon, qui est l'espèce sœur du cannabis, qui est la plus proche d'un point de vue évolutif. Donc, les cannabinoïdes sont, jusqu'à un certain point, aussi des terpènes. Et c'est pour ça que les terpènes, les cannabinoïdes sont très proches d'un point de vue biochimique. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste se concentrer dans la plante sur son contenu en cannabinoïdes, mais également son contenu en terpènes, parce que tout ça est relié finalement, et tout ça donne un effet sur le corps. Maintenant, on connaît beaucoup d'aspects fondamentaux de la plante, puis j'en ai parlé un peu hier, mais une question qu'on doit se poser pour pouvoir utiliser ces connaissances-là, puis donner un service aux patients, c'est ce qu'on a assez de données scientifiques probantes pour nous permettre de poser des actions en lien avec le cannabis thérapeutique. Ça, c'est un article qui est sorti là, en 2018 dans Population Health Management qui retrace un peu la quantité de savoir moderne scientifique spécifiquement sur le cannabis et sur différents domaines de recherche plus poussés à l'intérieur du cannabis. Puis ce qu'on comprend,
c'est que depuis les 10 à 15 dernières années, il y a eu une augmentation par un facteur 9 à 10 de la quantité d'articles scientifiques qui sont disponibles sur le thème du cannabis. Donc, c'est une augmentation jusqu'à 450, jusqu'à 500% de données scientifiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour ensuite poser des actions. Puis ça touche des domaines aussi variés que l'infection au VIH, douleurs chroniques, sclérose en plaques, nausées, épilepsie, cancer, puis même bien d'autres. Mais spécifiquement, ces domaines-là de recherche ressortent beaucoup en lien avec le cannabis. Donc, ça nous amène à une réflexion qui est quand même assez intéressante sur les enjeux de santé publique. Comment on voit toute cette question-là, finalement, c'est qu'au lieu de considérer le cannabis comme un problème de santé publique, comme une substance potentiellement toxique et hautement addictive, un peu comme on se le fait présenter, mais il faudrait plutôt changer cette perception-là, puis voir le cannabis comme un outil parmi tant d'autres qu'on peut utiliser pour réaliser des gains positifs en santé publique et chez les individus qui ont certains problèmes de santé. Donc, l'assertion comme quoi il manque de preuves scientifiques en faveur du cannabis médical, surtout sur l'efficacité et les risques, n'est pas du tout supportée, en fait, dans la littérature scientifique. La plupart, la vaste majorité des ouvrages scientifiques qui portent sur le cannabis sont nécessaires et suffisants pour justifier son utilisation. Ça touche à des points qui sont aussi variés que l'efficacité, la sûreté, entre autres les risques. On a énormément d'indications sur les mécanismes d'action, autant dans le fondamental préclinique que clinique. Puis, lorsqu'on veut essayer de comprendre la cause d'un phénomène, eh bien, c'est vers les mécanismes d'action qu'il faut se retourner pour montrer qu'il y a effectivement une cause. Et puis, des mécanismes, on en a beaucoup, beaucoup. Il y a une expérience clinique phénoménale qui s'est développée juste ici depuis les 20 dernières années avec ce genre de travail-là, mais c'est vrai aussi dans d'autres provinces, au Canada puis aux États-Unis aussi. De sorte que maintenant, en Amérique, du moins en Amérique du Nord, il y a des centaines de milliers de médecins qui prescrivent du cannabis à des fins médicales, à des centaines de milliers, voire peut-être même des millions de personnes en Amérique là, depuis des années et des années. Mais pourquoi on est capable maintenant de dire qu'il y a un potentiel extrêmement intéressant d'utilisation du cannabis en lien avec la santé humaine? Mais c'est parce qu'on a découvert un système physiologique chez l'humain qui est extrêmement important, qui s'appelle le système endocannabinoïde. On en a parlé un peu là, au courant de la fin de semaine, mais c'est vraiment la plus importante de toutes les découvertes scientifiques des 60 dernières années qui nous avait vraiment permis de comprendre comment l'humain réagit au cannabis. C'est grâce aux travaux là, de Howlett et Fleming en 84, donc ça fait quand même un certain temps que c'est connu. Donc, c'est à travers ces travaux-là qu'on a découvert qu'il y avait des récepteurs sur les cellules humaines qui réagissaient au THC, aux molécules qu'il y avait dans le cannabis. Puis on a découvert ces récepteurs-là sur des cellules de neuroblastomes humains, donc de cancer, de lignée de cellules cancéreuses humaines. Donc, il y a un lien très étroit là, qui peut s'établir entre le cancer et le cannabis. En fait, ce système-là, c'est un système physiologique qui est extrêmement important. C'est démontré, entre autres, par le fait que tous les animaux qui sont classés dans les chordés, qu'est-ce que ça veut dire, les chordés? C'est tous les animaux qui ont une colonne vertébrale. Donc, ça inclut les amphibiens, les mammifères, les poissons, les reptiles. Tous ces animaux-là ont un système endocannabinoïde. Même le système endocannabinoïde était présent chez l'ancêtre commun de tous les animaux sur Terre il y a 1 milliard d'années. Pour différentes raisons écologiques, il y a certains groupes d'animaux qui ont perdu le système, entre autres les insectes. Si vous donnez, je ne sais pas, du cannabis à un thon ou une fourmi, ils ne seront jamais gelés. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas d'impact quelconque sur leur physiologie, mais ils n'ont pas de système endocannabinoïde pour répondre à ces molécules-là. Nous, on en a par contre. Maintenant, on sait qu'il existe au moins 2 récepteurs principaux. On les a appelés CB1R, CB2R pour récepteurs à cannabinoïdes. Et ces récepteurs-là, c'est les récepteurs les plus abondants dans votre corps humain. Vous allez jamais produire plus de récepteurs que les récepteurs à cannabinoïdes. Donc, ça aussi, ça nous renseigne quand même sur son importance et l'ampleur de son activité. Voici comment on a découvert l'existence du système chez l'humain. C'est grâce aux travaux du docteur Raphaël Mechoulam, israélien, qui, dans les années 60, a découvert que la plante produisait des composés actifs, dont le THC, et un petit peu plus tard, le CBD. Et ils se sont rendus compte que quand ces molécules entraient dans notre circulation sanguine, puis arrivaient à la surface de nos cellules, dans nos organes, eh bien, ils se fixaient
à des récepteurs cellulaires, le fameux CB1R et CB2R. Et puis, c'est ça, lorsqu'ils se fixent à ces récepteurs-là, ils envoient des messages à la cellule qui va répondre. Et là, avec différentes recherches sur l'humain dans les années 80, on s'est rendu compte que le corps humain produisait lui aussi des molécules semblables au THC et au CBD, qu'on a appelé les endocannabinoïdes, dont l'anandamide que vous avez là, et le 2-AG pour 2-arachidonine-glycérol. En fait, ces molécules-là se fixent sur les mêmes récepteurs de nos cellules. Et puis, lorsque ces récepteurs sont activés, eh bien, ils vont envoyer des messages un peu partout dans le corps, de sorte qu'il va y avoir une espèce des canaux de communication à grande échelle qui s'exercent partout dans tous les tissus. C'est ça le système endocannabinoïde. Donc, il va contrôler différents paramètres comme la température ou le pH corporel, entre autres. Et puis, il va agir sur tous les systèmes en même temps. Autant sur la coordination que sur les processus cognitifs, la réponse à la douleur, même l'appétit, très fort en lien. Donc, il va agir autant sur le système digestif que le système endocrinien, que le système nerveux pour permettre l'homéostasie, donc la cohérence puis l'équilibre entre ces systèmes. Et puis, tous les phytocannabinoïdes ont la capacité, jusqu'à un certain point, d'activer ce système-là et puis de le stimuler dans notre corps. Donc, finalement, on comprend assez rapidement la pertinence du système en santé parce que c'est le gardien de ce qu'on appelle l'homéostasie, donc de l'équilibre entre tous les organes et tous les tissus du corps. C'est un système de communication à large spectre là, qui est un peu comme les hormones, mais qui est encore plus important, on pourrait dire, jusqu'à un certain point que les hormones, parce que c'est lui qui chapeaute, entre autres, comment les hormones sont régulées dans le corps. L'abondance de récepteurs-là, dans notre corps, puis à travers tous les animaux sur Terre, nous indique que c'est un système physiologique qui est vraiment très, très, très important parce qu'il a été conservé sur des centaines de millions d'années d'évolution sur la planète. Donc, vraiment, c'est non négligeable. Et je reviens encore avec ce point-là. C'est un système qui est extrêmement diversifié, qui est extrêmement complexe. On commence à se rendre compte qu'il y a toutes sortes d'autres récepteurs cellulaires qui sont impliqués dans ce système-là. Entre autres, j'aime ça le mentionner, mais un récepteur du nom de TRPV1, son nom n'a pas d'importance, mais c'est le récepteur à la capsaïcine. La capsaïcine, c'est l'ingrédient fort des piments forts. Mais quand vous réagissez à la capsaïcine en mangeant des choses fortes, vous activez votre système endocannabinoïde. Parce que ça, ces récepteurs-là, ils en font partie finalement. Puis donc, vous avez ici la structure biochimique des deux endocannabinoïdes principaux qu'on sécrète dans notre corps. Puis vous voyez qu'ils ont une structure qui rappelle un peu celle du THC et du CBD que vous avez ici là, en haut et en bas, mais ils n'ont pas exactement la même structure. Donc, ils vont pouvoir activer nos récepteurs, mais ils ne vont pas le faire avec la même efficacité ou avec la même intensité, si vous voulez. Mais ils sont quand même efficaces pour stimuler nos récepteurs. Puis, vous voyez comme c'est impliqué dans énormément de processus physiologiques dans notre corps, entre autres l'absorption d'énergie, le stockage, la conservation d'énergie, l'inflammation, immunomodulation. Il est impliqué aussi dans les processus de neuroprotection, de neurogenèse, donc la synthèse des nouvelles neurones, des nouveaux neurones. La neuromodulation, autant dans le système nerveux central que le système nerveux périphérique, il est associé au mécanisme de l'anxiété, de la peur, et même de la mémoire. Et puis, certains chercheurs, dont Raphaël Mechoulam, qui a découvert le THC, affirment que, ou enfin, il pense, il met de l'avant l'idée que la personnalité chez l'être humain est déterminée en fonction des niveaux naturels d'endocannabinoïdes qu'on sécrète dans notre corps. Et Raphaël Mechoulam rappelle souvent que les cannabinoïdes, c'est les molécules de l'humeur et de la personnalité. Également, des rôles très importants dans la formation et la densité des os. Donc, toutes sortes de liens avec sclérose en plaques, arthrite et autres. Même maintenant, on est capable d'identifier qu'un surplus ou un déficit d'endocannabinoïdes sécrétés dans notre corps, naturellement, sont respectivement à l'origine de différents types de déficiences de la santé. Les gens qui présentent des niveaux très, très, très élevés d'endocannabinoïdes vont davantage avoir tendance à développer des problèmes d'obésité, diabète de type 2, des problèmes de foie, puis l'insuffisance rénale chronique. Tandis que les gens qui n'ont pas assez d'endocannabinoïdes, pour une raison X, ça peut être génétique, ça peut être environnemental, vont présenter des signes de ce qu'on appelle le syndrome de déficience clinique d'endocannabinoïdes. Donc, pas assez d'anandamide et de 2-AG, ça cause toutes sortes de déficiences de la santé. On pense, en fait, je ne peux pas dire que ça cause, mais il y a beaucoup de chercheurs qui mettent cette idée-là de l'avant, que ce serait associé
à des développements de migraines chroniques très réfractaires au traitement pharmacologique conventionnel, fibromyalgie, côlon irritable, schizophrénie, sclérose en plaques, maladie d'Huntington, Parkinson, anorexie, autisme. Toutes ces maladies-là ont en commun des problèmes de déficit d'endocannabinoïdes. Et curieusement, quand on traite ces patients-là à la clinique avec des produits en phytocannabinoïdes, ben, ils vont mieux. Donc, je pense que 1 et 1 égale 2, c'est ça. Maintenant, il faut publier, il faut faire des tests cliniques. Donc, puisque, comme je l'expliquais, avec la structure similaire des endos et des phytocannabinoïdes, les phytocannabinoïdes, quand on les prend, créent une réponse qui est vraiment similaire aux endocannabinoïdes. Donc, on comprend vraiment la pertinence de les utiliser de cette façon-là, en utilisant les phytocannabinoïdes chez les gens qui ont soit trop ou pas assez d'endocannabinoïdes dans certains tissus, bien, on peut venir stimuler, donner un petit coup de pouce au système endocannabinoïde pour qu'il vienne rétablir la balance, donc ce que je disais, l'homéostasie, qui est assurément toujours perturbée dans n'importe quel problème de santé. Si vous avez un problème de santé quelconque et que vous n'êtes pas bien d'un point de vue physiologique, vous êtes débalancé. Mais le système endocannabinoïde, sa principale tâche dans notre corps, c'est de rétablir cette balance-là. Donc, c'est logique de vouloir essayer de l'utiliser dans toutes sortes de problèmes de santé. Et puis, quelques exemples, ça ne se veut pas une liste exhaustive de tout ce qu'on peut faire avec le cannabis, mais c'est une façon de comprendre pourquoi les gens disent « Ouais, mais le cannabis, ça règle tous les maux, c'est comme si tu pouvais l'utiliser pour tout », mais c'est un peu vrai, puis c'est facile de comprendre pourquoi quand on comprend quel système physiologique le cannabis stimule dans le corps. Un système qui est associé à essentiellement tout ce qui est relié à votre physiologie. Donc, des gens qui ont des douleurs neuropathiques, fibromyalgie, arthrite, arthrose, douleurs chroniques, répondent très bien à ce genre de traitement-là. Maladie de Crohn, côlon irritable, on en a parlé. Troisième âge, des cas d'Alzheimer, AVC, démence, fonction cognitive diminuée, des troubles de mémoire précoces. Réponse au stress aussi, il y a un lien très, très, très étroit qui s'exerce entre la sécrétion des hormones de stress puis le système endocannabinoïde. Le système endocannabinoïde vient soit augmenter ou diminuer la sécrétion d'hormones de stress, tout dépendant de ce que l'individu vit dans son environnement. Et une application un peu vedette, mais qui est vraiment très frappante et qui fonctionne très, très bien, c'est en épilepsie réfractaire, surtout en pédiatrie. Donc, des très, très jeunes enfants qui développent des troubles d'épilepsie qui ne sont pas stabilisés là, avec, des fois, ça peut aller jusqu'à 5, 6, 7 médicaments de synthèse pharmaceutique qui sont utilisés et qui ne fonctionnent pas. Puis là, ben, on vient réduire 2-3 de ces médicaments-là, on donne un petit peu de CBD, puis tout d'un coup, hop, les crises peuvent réduire de 50, 60, 70, 100% des fois. Maintenant, on comprend rapidement qu'il y a d'abord une très, très, très grande diversité de sortes de plantes de cannabis qui ont toutes des caractéristiques biochimiques différentes. Mais ensuite, il faut pouvoir essayer de canaliser puis d'utiliser ces nombreux composés biochimiques-là pour développer des traitements qui vont être efficaces. Puis, le fondement de tout traitement à base de phytocannabinoïdes, c'est la confection de produits transformés. Puis, le processus d'extraction et de modification de la plante va déterminer la composition biochimique finale du produit. Puis, un très bon exemple de ça, c'est si vous prenez, par exemple, juste la plante brute, donc des feuilles, des tiges, des semences ou des fleurs, on en a parlé, il y a des centaines de phytocannabinoïdes qui sont présents dans la plante, des centaines de terpènes, puis grosso modo, on a une concentration générale de cannabinoïdes, de THC, là, CBD et autres, qui atteint 10 à 25%. Si on applique une transformation en utilisant des solvants comme l'alcool, le butane, le CO2, qu'on change la température et ou la pression, on réussit finalement à obtenir différents types de produits transformés qui sont essentiellement un peu comme quand on raffine le pétrole. Donc, on le raffine plus ou moins, puis on obtient un produit qui est plus ou moins pur. Et tout dépendant de la pureté du produit, il va avoir un aspect différent, kiff, shader, wax, bubble ash, name it, il y en a des tonnes. Ce qui va changer, en fait, ça va être la quantité, la diversité, puis la concentration des molécules qui se trouvaient à la base dans la plante. Donc, généralement, ce que ça fait, c'est que ces produits-là vont être plus concentrés, qui vont contenir presque essentiellement 1 ou 2 phytocannabinoïdes, généralement soit beaucoup de THC ou beaucoup de CBD, qui va atteindre jusqu'à 40 à 95%, versus ici qu'on avait 10 à 25%. Donc, puisque la composition biochimique n'est pas la même,
ben, l'effet sur le corps ne sera pas le même non plus. Et puis, c'est ça qui détermine beaucoup est-ce que le traitement va fonctionner ou pas. Quelqu'un qui aurait besoin d'avoir des concentrés à 65%, mais qui fume toujours du cannabis en fleurs séchées, qui est concentré à 12% de THC, puis il va dire « Ouais, mais le cannabis, ça ne marche pas, moi, j'en fume, puis je ne réussis pas à régler mon problème. » Mais c'est parce que peut-être que ce n'est pas la bonne variété, puis peut-être que ce n'est pas le bon produit qui est consommé. Et puis, à partir de ça, fait que là, on a plein de sortes de cannabis différents. Plein de sortes de molécules différentes dans ces sortes de cannabis-là. Plein de sortes d'extraits de cannabis qu'on peut produire. Et à partir de ces nombreux extraits-là, là, on peut produire plein de produits dérivés qui vont contenir une certaine combinaison de molécules. On peut faire des aliments fonctionnels. On a des jujubes. Ça peut être, c'est pas obligé d'être sucré non plus, ça peut être des huiles, ça peut être n'importe quoi. Des fleurs séchées, brutes. On peut faire des capsules, on peut mettre toutes sortes de types d'extraits dans les capsules, plus ou moins concentrés. On peut utiliser des extraits bruts comme le hashish, un classique. Des huiles diluées. Des huiles diluées à une concentration qu'on prédétermine selon les besoins du patient. Ça peut être des huiles concentrées, on peut faire des suppositoires vaginaux, des suppositoires rectaux. Et puis, on peut utiliser différents types d'huiles, d'extraits de cannabis dans ces produits-là. Finalement, ce qui est important de retenir, c'est qu'il existe toute une panoplie de produits pour différents usages et pour différentes spécificités personnelles. Donc, on est vraiment dans un modèle de médecine ultra personnalisée, en fait. Tu t'assois, c'est ça qu'il raconte, tu t'assois avec la personne, tu parles, tu écoutes les besoins, tu écoutes son background, puis là, tu dis « je pense que tu aurais besoin de tel produit. OK, il faut tel produit, on va confectionner ça. » Donc, on est dans un paradigme qui est totalement différent de celui de la pharmaceutique où tu arrives, tu dis « voici mon papier, donne-moi mon bout de pilule, il y a cette dose-là, OK, c'est bon, merci, bonsoir. » Maintenant, on rajoute encore une couche de complexité à ça. Quel produit tu utilises puis comment tu l'administres? Il existe différents types de modes d'administration. J'ai mis les 3 principaux, l'inhalation, l'ingestion, les suppositoires. Pour chacun de ces modes d'administration, il y a des plus, il y a des moins. C'est ça, la biologie, c'est la science de la vie, mais c'est aussi la science des compromis. Quand on a un gain en quelque part, on perd ailleurs. Il faut toujours considérer ces plus et ces moins-là quand on veut utiliser ce genre de traitement-là avec des patients. Donc, si par exemple c'est l'inhalation, est-ce que c'est en combustion, un joint, comme ça? Est-ce qu'il y a du tabac, est-ce qu'il n'y a pas de tabac? Est-ce que c'est en vaporisation? Si oui, quel genre de vaporisation? Quelle température de vaporisation? Tout ça, c'est des considérations à prendre en compte. Et par exemple, c'est bien, moi, je préfère l'inhalation, OK, c'est facile de dosage, l'effet est rapide, c'est très versatile parce qu'on peut utiliser essentiellement toutes les souches de cannabis qui existent. Et l'effet enivrant redescend vite. Donc, c'est facile de se doser et de contrôler son apport en médicaments. Par contre, il peut y avoir obstruction, infection des voies respiratoires, les odeurs, les goûts qui peuvent être déplaisants pour certaines personnes. Et malheureusement, l'effet psychotrope parfois peut être très intense. Donc, c'est un peu un exemple du genre d'éléments auxquels il faut penser quand on décide de choisir un mode d'administration. Puis c'est vraiment un élément clé finalement. Et c'est les modes d'administration et le choix du produit puis de la souche de cannabis qui est mis dans le mode d'administration vont vraiment déterminer la réussite du traitement. Ici, j'ai mis un exemple à droite pour comparer justement qu'est-ce qui fait que les modes d'administration sont différents dans notre corps. Pourquoi ce n'est pas la même chose si je fume versus si je mange versus si j'utilise un suppositoire? Mais la principale réponse à ça, c'est parce qu'ils vont avoir un parcours métabolique différent. Ça veut dire qu'ils ne vont pas passer par le même... Ils ne rentrent pas au même endroit dans le corps, donc il ne va pas faire le même chemin si c'est mangé versus si c'est inséré dans l'anus. Forcément, il passe d'un extrême à l'autre. Si on veut comparer, par exemple, l'effet qui est différent selon la route métabolique empruntée, si on prend à gauche fumer. Bon, qu'est-ce qui arrive quand on fume? Évidemment, tout rentre directement par les poumons. Ensuite, ça s'en va dans la circulation sanguine, puis ça va très, très, très rapidement jusqu'au cerveau. Donc, ça prend 30 à 120 secondes pour faire effet. Ça peut durer quelques heures, puis on ressent l'effet, assez facilement. Par contre, et puis il y a une biodisponibilité ou une absorption qui peut aller de 10 à 19 %. C'est des chiffres qui peuvent varier énormément, mais essentiellement, si je fais un joint de 1 gramme
de cannabis, de fleurs séchées qui a 25% de THC, ben, je vais absorber de 10 à 19% de ce 25% de THC-là. Donc, c'est pas tout qui rentre dans le sang. Ensuite, si, par exemple, on mange du cannabis, mais là, évidemment, ça dépend beaucoup de quand on l'a mangé. On était-tu à jeun, on était-tu pas à jeun, avec quoi on l'a mangé, avec quoi c'est fait, c'est quoi la dose. Mais bref, ça rentre dans le tube digestif, évidemment, puis c'est absorbé dans l'estomac, puis l'intestin, ça s'en va directement au foie. Il y a une première passe au foie qui est réalisée avant de passer ailleurs dans l'organisme. Et c'est là que ça change les choses, parce que le foie a toutes sortes d'enzymes qui vont métaboliser, donc qui va transformer, entre autres, le THC, le CBD, puis qui va les dégrader. Donc, on perd une grosse partie du THC qu'on ingère comme ça parce qu'il est brisé en morceaux par notre foie. Puis quand il est brisé en morceaux par notre foie, il y a des métabolites secondaires qu'on appelle qui sont produits, entre autres le 11-hydroxy-THC, qui est un THC dégradé, si vous voulez, qui a un effet beaucoup plus fort au niveau du système nerveux central. Ça veut dire que le 11-hydroxy-THC est peut-être, je ne sais pas moi, 3 à 4 fois plus buzzant, entre guillemets, que le THC. C'est pour ça que quand on mange du cannabis, l'effet psychotrope, l'effet psychoactif est vraiment intense. C'est parce qu'on le dégrade avec notre foie en d'autres choses qui nous fait plus d'effet. Puis après ça, ben, ça repasse encore une deuxième fois dans le foie. Puis il y a une deuxième portion de métabolisation qui se fait dans le foie. Donc finalement, la route qui est empruntée par les molécules est peut-être est plus indirecte, est plus complexe, puis elle contient beaucoup plus de transformation que si on fait juste le fumer ou ça passe direct dans le cerveau, puis bam. Donc, c'est très important, puis ça ne donne pas la même réponse physiologique et ça ne donne pas la même réponse psychotrope en guillemets aux patients. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir ce qu'on donne à la personne, finalement. Et puis, le but, finalement, c'est de contrôler le plus possible les effets secondaires puis d'essayer de s'assurer qu'il y a une concentration relativement constante de molécules actives dans le sang. Mais là, c'est là que ça devient encore plus complexe, puis c'est là que vous allez comprendre que finalement, toutes les couches de complexité s'additionnent les unes les autres. Comment on fait pour interpréter la concentration sanguine, entre autres de THC dans le sang d'une personne? Est-ce qu'il y a une règle universelle? Ça, c'est un très gros débat. Si on prend, par exemple, un niveau de base assez bas, de 2 à 5 nanogrammes de THC par millilitre de sang, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce seuil-là? À quoi ça correspond, ce seuil-là? Ça correspond au seuil que les autorités ont jugé acceptable pour conduire un véhicule. Si vous êtes pris, c'est un peu comme le 0,08 d'alcool. Donc, si vous êtes pris sur la route dans un accident ou je ne sais pas quoi, puis disent on vous soupçonne de consommer du cannabis, prise de sang, dose ça dans le sang. Puis ça, si vous avez au-dessus de ça, vous êtes criminel, finalement. C'est rien de moins. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? 2 à, on le sait, 0,08 d'alcool, 0,05, 0, 0,12, on sait ce que ça fait. Puis quelqu'un qui double la limite ou qui triple la limite, ça n'allait pas bien, tu sais. Mais qu'est-ce que ça fait, cette concentration-là dans le sang? Bien, on peut avoir 4 profils différents qui ont exactement la même concentration de sang. Donc, vous voyez comment c'est assez différent. Notre premier exemple, c'est un individu qui consomme régulièrement 1 ou 2 joints par jour après le travail pour se relaxer, qui s'abstient pendant la nuit, donc qui ne fume pas pendant la nuit. Tu fumes ton joint en fin de journée, tu vas te coucher, tu te réveilles le lendemain, puis tu doses cette personne-là, ben, au réveil, elle n'a pas d'effet psychoactif parce qu'elle est plus gelée, puis elle vient de dormir, puis elle a fumé la veille, mais elle va doser à 2 à 5 nanogrammes par millilitres de sang. Donc, si cette personne-là prend son véhicule pour aller au travail, si tu as arrêté, prise de sang, hop, tu pètes, OK, tu es criminel parce que tu as la concentration dans le sang. L'autre exemple, c'est quelqu'un qui serait un non-consommateur régulier, qui a une exposition passive intense pendant 60 minutes. Genre, il fait un hotbox dans la voiture de son ami, 2 joints allumés, puis il est assis, il ne fume pas, mais il respire la fumée. Mais il va avoir un effet psychoactif qui est modéré, juste être un peu stone, mais il va doser à 2 à 5 nanogrammes de THC par millilitre de sang. Versus l'autre qui vient de se réveiller, qui est parfait, OK, je commence la journée, je ne suis pas gelé, mais je dose pareil que l'autre qui est gelé dans le hotbox. Troisième profil, quelqu'un qui aurait consommé un brownie de 50 mg, il y aura un effet psychoactif qui est très intense, très stone, mais pourrait doser à 2 à 5 nanogrammes de THC par millilitre de sang. Donc là, on est très loin de la personne qui vient de se réveiller, puis qui prend son café, puis qui commence sa journée, puis qui est toute bien.
Là, on a quelqu'un qui vient de manger un muffin puis qui est comme... C'est que... Et ensuite, dernier profil, quelqu'un qui aurait inhalé 25 mg de THC dans les 30 dernières minutes aurait un effet psychoactif qui est quand même très intense. Mais le temps de prendre la prise de sang, de l'envoyer dans le labo, de faire le test, probablement qu'il serait juste à cette limite-là. Après avoir consommé, il serait à 2 à 5 nanogrammes de THC, mais après le test, il ne doserait plus. Fait que c'est vraiment très important de réaliser que ce n'est pas tous les gens qui métabolisent de la même façon les cannabinoïdes, parce qu'on a tous un système endocannabinoïde qui est inhérent à notre personne, à notre background génétique, à ce qu'on a vécu, à nos habitudes de vie. Donc, ça devient extrêmement difficile finalement là, de dire, OK, ben moi, je dis, on met la limite là. Ça se peut que ça ne marche pas pour la plupart des gens, en fait. Et puis, c'est un peu le message de la fin. On a construit nos couches de complexité progressivement pour finalement se rendre compte que c'est pas si banal que ça, traiter les gens avec une plante comme ça, même si souvent c'est comme « ouais, non, c'est bien, c'est des stoners, eux autres, ils veulent juste fumer du pot en disant qu'ils ont mal au dos, tu sais. » Mais ça prend des gens, des professionnels qui ont ça à cœur, qui ont la bonne approche, qui ont des formations qui leur permettent de poser des actions concrètes. Donc, c'est un peu notre mot de la fin en faveur de ce genre de modèle-là où il devrait y avoir des cliniques comme la clinique La Croix-Verte et d'autres qui pourraient se construire autour de ce genre de modèle-là, qui offrent un service d'encadrement qui est spécialisé et qui permettent aux gens de d'abord comprendre leur traitement, puis d'opter pour un traitement qui va être efficace pour eux, sur mesure, pas pour une masse de gens qu'on dit « ouais, mais en général, ces gens-là vont répondre comme ça ». Non, c'est toi, t'es qui, t'es comment, puis de quoi tu as besoin. OK, on va te faire ça. Fait que je pense que c'est un peu le futur aussi de ce genre de modèle-là, comparé à la pharmaceutique. Là, ça va être de vraiment bien comprendre comment optimiser les plantes, comment bien transformer la plante, puis comment bien adapter ça aux spécificités des gens. Donc, c'est comme de la naturopathie sur mesure. C'est des termes qui passent mal dans le public en général. C'est juste utiliser des remèdes naturels à base de plantes qui sont sur mesure pour les besoins de l'individu. Fait que, voilà. Je pense que là, on pourrait arrêter là. Ça serait cool de faire une petite pause. Puis après, on s'était dit, on pourrait revenir. Puis, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Fait que là, c'est comme Q&A. Okay. Ah ouais, certain, je vais passer le micro. Avant de terminer, je veux juste essayer de vous expliquer la loi, qu'est-ce qu'elle est présentement. Et à partir de décembre, qu'ils nous ont annoncé dans les dernières semaines, ça va être quoi la loi sur les comestibles? Parce que c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut absolument que vous le compreniez parce que vous pouvez quand même avoir une sale amende ou quand même vous ramasser avec des problèmes si vous ne suivez pas exactement la loi. Là, ce qu'on sait présentement, c'est que en tant que... Là, on ne parle pas médical parce que médical, il ne touche pas avant 2021, 2022. Donc, on parle de niveau récréatif. Donc, présentement, on a des SQDC qui vendent le produit parce qu'au Québec seulement, pas beaucoup d'autres provinces, mais au Québec, c'est l'État qui a le monopole de distribution. Donc, tout autre système de distribution, quand vous achetez par Internet, qui n'est pas un producteur privé de la SQDC, vous êtes techniquement en train de briser la loi. Quand vous achetez à votre ami, vous êtes techniquement en train de briser la loi. Quand vous produisez vous-même vos plats chez vous, vous êtes techniquement en train de briser la loi parce qu'au Québec, on n'a pas le droit d'avoir 4 plats à la maison comme toutes les autres provinces ont le droit. Donc, présentement, votre seule option quand vous faites un usage techniquement récréatif, c'est d'aller dans une SQDC ou de commander en ligne et de recevoir le paquet en plastique sur-emballé que vous allez payer cher aussi et que vous allez recevoir uniquement par la poste, soit par Poste Canada ou Purolator, je pense. Certaines compagnies privées ont le droit de le faire. Maintenant, pour ce qui est des concentrés, donc là, on parle des autres, parce que là, on parle juste de plantes séchées. Tout ce qui est hashish, tout ce qu'on vous montrait tout à l'heure, ce n'est pas encore légal. Les huiles diluées le sont, mais il faut qu'elles soient diluées à 1000 mg maximum par 60 ml. Donc, c'est une concentration qui est diluée souvent dans de l'huile de coconut ou dans de l'huile d'olive que vous achetez puis que vous prenez en gouttes.
Il y a un spray qui est en vente de CBD aussi, qui est difficile à obtenir. Ça aussi, c'est légal, mais c'est à peu près tout ce qui est légal pour le moment. À partir de la mi-juillet, c'est-à-dire que dans 2 semaines, ils vont nous mettre le cadre de loi pour les extractions, les produits cosmétiques, parce que là, présentement, vous n'avez pas le droit d'avoir des crèmes, des onguents, quoi que ce soit de ça, c'est totalement interdit. À partir de la mi-juillet, ils vont nous mettre le cadre, mais là, ils nous ont annoncé que ça allait être effectif à la mi-décembre. Donc là, encore une fois, ils ont considéré le cannabis comme un aliment drogue, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'ajouter quoi que ce soit. C'est un aliment en soi. Donc, pas de sucre, pas de masquant, pas de colorant. Donc, ça va être extrêmement difficile parce que là, on fait affaire avec une industrie qui fait en quantité industrielle de la plante. Et donc, pour faire une extraction, le Mike va vous expliquer tout à l'heure, peut-être en revenant un peu les extractions, comment ça fonctionne, mais pour faire une extraction, ça prend un produit de qualité. Si le produit est trop dilué ou trop comme là, dans Santé Canada, ce qu'ils demandent, c'est de diluer la plante, de grinder la plante au complet. Le tronc, les branches, les feuilles, les racines. Fait que c'est très, très, très amer comme produit. Là, on n'a pas le droit d'ajouter de masquant, on n'a pas le droit d'ajouter de colorant, on n'a pas le droit de rien ajouter. Fait que si l'huile est trop amère parce qu'elle est trop diluée, le produit va être dégueulasse. C'est ce qu'on voit beaucoup présentement. Il arrive des produits, ils ne sont pas mangeables parce que c'est mal fait, c'est mal extrait. Donc, à partir du moment où on n'a pas le droit d'ajouter de masquant ou de saveur, parce que ça peut être attirant pour les enfants, donc pas de forme animale, ça devient très compliqué. En plus, Santé Canada a exigé des transformateurs que ce soit fait dans une salle à part. Fait qu'admettons que vous avez une petite compagnie, vous faites de la pâtisserie, vous faites vos biscuits puis vos affaires, ça va bien, vous avez envie d'intégrer le cannabis, ça vous prend une salle à part, isolé, qui est en contact avec aucun autre aliment pour que vous puissiez le faire. Il faut que vous fassiez une demande à Santé Canada, il faut que votre place soit construite et qu'elle ait passé les approbations avant qu'ils vous donnent la licence de faire. On est rendu à des centaines de milliers de dollars. Donc, on ne sait pas trop clairement comment que ça va se présenter à la mi-décembre. Ce qu'on sait, c'est que le premier produit annoncé, c'est Molson qui le sort. C'est un breuvage à base de cannabis uniquement. Fait que vous voyez très bien, vous savez, c'est le pire lobby qu'on a eu à faire face depuis les 10 dernières années, ça a été l'alcool. Parce que l'alcool perd 20% de ses ventes à la minute que le cannabis est légalisé récréativement dans un endroit. Donc, l'alcool avait une mainmise sur ça. La preuve, c'est qui le distribue ici. Donc, il faut faire très attention avec ces règlements-là. Techniquement, selon la loi, vous avez le droit de le transformer vous-même chez vous, puis de vous faire des biscuits, puis de les manger vous-même, mais c'est plus ou moins encadré aussi. Vous n'avez techniquement pas le droit d'en faire pour votre voisine. C'est vraiment à usage personnel. Fait que sur ça, on prend une petite pause, puis on revient et on va répondre à vos questions sur les extractions et sur tout ça. Merci.